Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal du soir sur Guéri TV Monde. Tout de suite, le sommaire. Prestation de serment à la Cour suprême, les 5 magistrats récemment nommés au Conseil des ministres ont prêté serment. Le compte rendu de l'événement est à suivre dans cette édition. Réhabilitation du stade de l'amitié générale, Mathieu Kérékou, déclassé par la Confédération africaine de football, CAF. Le stade va à nouveau faire l'objet de réhabilitation. Les détails dans ce journal. Éliminatoire de la CAN Maroc 2025, 8 équipes qualifiées, 8 éliminées. L'espoir persiste pour la Guinée, tandis que le Ghana s'inquiète. On en parle en page sportive de cette édition. À nouveau, bonsoir et bienvenue. 5 magistrats récemment nommés au Conseil des ministres, dont un avocat général et 4 conseillers à la Cour suprême du Bénin, ont officiellement été installés dans leurs nouvelles fonctions. La cérémonie de prestation de serment a été présidée par Victor Dassia Dossou, président de la Cour suprême au siège de la haute juridiction. À Porto-Novo, plusieurs personnalités politico-administratives ainsi que des membres de la famille judiciaire et des proches des récipiendaires étaient présents. Faouzia Sefou et David Yémé pour le reportage. Deux audiences ont marqué l'installation des 5 magistrats nommés à la Cour suprême dans leurs fonctions. L'une consacrée à la prestation de serment et l'installation de l'avocat général Jacques Roussou et l'autre consacrée à la prestation de serment et l'installation des 4 conseillers. Pour l'avocat général, conformément au nouveau test, c'est le ministre de la Justice qui prend les réquisitions. À cet effet, Yvon Detchenou a félicité l'avocat général et a salué son parcours brillant. Vous rejoignez les rangs d'une institution qui, par son histoire et sa mission, incarne l'une des plus hautes responsabilités de la République. La mission qui vous incombe n'est pas seulement de trancher les litiges, mais d'œuvrer au respect de l'ordre juridique. En tant que magistrat de la Cour suprême, vous serez des arbitres des grands contentieux de l'État et les gardiens ultimes du temps. Je vais espérer que vous honoriez cette charge avec la dignité, avec la compétence, avec la rectitude que requiert votre position. Devant les membres de la haute juridiction, main droit levé, l'avocat général près la Cour suprême et les 4 conseillers à la Cour suprême ont juré de bien et fidèlement remplir leur mission et l'exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution. Je le jure, je le jure, je le jure, je le jure, je le jure. Le serment ainsi prononcé est reçu par le président de la Cour suprême, Victor Dassia Dossou. Heureux de leur intégration à la Cour suprême dans le but de renforcer les ressources humaines, Victor Dassia Dossou a rappelé à chacun d'eux les exigences de la Cour et les nombreux défis auxquels elle fait face et la qualité des décisions rendues. La Cour s'honore d'accueillir dans ses rangs des magistrats de grand talent, blanchis sous le harnais, compétents et prêts à assurer la relève de leurs aînés dans un contexte du défi de la modernisation de notre cour. Au regard de vos parcours respectifs, je reste d'ores et déjà convaincu que vous prendrez toute votre part dans l'œuvre de justice qu'accomplissent vos aînés. Vous êtes désormais appelés à servir notre institution, essentiellement dédié à la cassation en matière administrative et judiciaire dans l'une et l'autre des 2 chambres qui la composent. Tout en saluant leur brillant parcours professionnel, Victor Dassia Dossou, président de la Cour suprême, ne doute point de leur capacité à faire rayonner la Cour suprême du Bénin au cours de leur mission. Vous constituez ce que je voudrais appeler
les magistrats de la nouvelle génération, sortis lauréats de différentes épreuves techniques et de culture générale. Vous méritez d'être salués. Les défis à relever sont immenses au regard du nombre de pouvoirs enregistrés chaque année. Vous devez vous immerger aussitôt. Vous devez avoir constamment à l'esprit que nos décisions ici à la Cour suprême sont insusceptibles de recours. Dans son mot, le président de la Cour suprême a témoigné sa gratitude au président de la République Patrice Talon pour ses ressources humaines qu'il met à la disposition de la haute juridiction après le départ massif à la retraite des magistrats de la Cour suprême du Bénin. C'est le lieu pour moi, au nom des membres de la Cour suprême et à mon nom personnel, d'exprimer toute notre gratitude au président de la République pour avoir autorisé et soutenu l'initiation et la réussite de ce processus inédit de recrutement de magistrats de la Cour suprême. Au thème de la cérémonie tenue ce lundi 14 octobre 2024, les nouveaux magistrats ont reçu des félicitations des membres de la Cour suprême, signe qu'ils sont effectivement renvoyés à leur mission. Les opérateurs économiques, notamment les acteurs du bâtiment et travaux publics BTP et les industriels, ont participé ce mardi 13 octobre 2024 à une séance de formation. Cette initiative, lancée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, en collaboration avec Bénécontrôle, la douane béninoise et le port autonome de Cotonou, visait à outiller ces derniers sur comment soumettre un bon dossier à Bénécontrôle pour la demande d'AVD. Les images. Dans le cadre de l'amélioration des procédures douanières, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, en partenariat avec Bénécontrôle, la douane béninoise et le port autonome de Cotonou, a organisé une séance de formation à l'intention des importateurs des secteurs du bâtiment et travaux publics, BTP et des industries. L'objectif de cette rencontre était d'expliquer aux participants comment soumettre un dossier de demande d'attestation de vérification documentaire AVD conforme aux exigences de Bénécontrôle. Les opérateurs économiques présents ont été sensibilisés sur l'importance d'une description précise des marchandises, la prise en compte des informations fournies sur la plateforme aide-mémoire ainsi que le choix judicieux d'un déclarant en douane. Plusieurs communications d'experts ont enrichi cette rencontre dans le but d'améliorer la qualité des services liés au dédouanement des marchandises. On ne peut pas parler de la détermination de la valeur en douane sans parler de l'espèce tarifaire et de l'outil. C'est très important. Alors, cela n'a pas été inventé par Bénécontrôle. Il faut savoir que cela vient des accords du GATT. Et les accords du GATT, ce n'est rien d'autre qu'une entente entre les professionnels de la douane sur la façon dont il faut déterminer la valeur internationale. Un des principes qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de valeur fictive ni de valeur arbitraire. Lorsque les règles ne sont pas respectées, il sera difficile de tenir compte de cette valeur transactionnelle pour évaluer votre marchandise. Vous n'êtes pas le seul commerçant sur le même marché, le même produit, commercialisé par d'autres et on peut constater vraiment des dérives. Donc, faisons très attention. Selon Nadia Degbe, responsable du service client à Bénécontrôle, les participants ont montré un intérêt particulier à travers leurs interventions. On a d'abord commencé par exposer le processus, la manière de travailler, les astuces pour mieux collaborer avec les gens. Avant de laisser la parole aux usagers, aux importateurs, on avait besoin d'établir cette relation avec eux. On a quand même la sensation que la connexion et les explications étaient faites afin qu'on puisse répondre, nous améliorer notre travail et leur permettre de s'améliorer aussi. Cette formation vient à point nommé car elle nous permet de mieux comprendre les procédures de dédouanement et de prévenir les rejets de dossiers d'AVD, ont souligné certains participants. J'ai aimé la formation et j'aurais quand même bien vouloir que ça se répète plusieurs fois parce que dans les échanges,
on a gardé beaucoup de choses. C'est vraiment une initiative qui nous ravit, nous importateurs, parce que ça nous a permis d'échanger sur les préoccupations que nous avons et de comprendre aussi certaines situations que nous n'arrivions pas à comprendre de la part de Bénin Contrôle. Il convient de rappeler que cette séance de formation fait suite à celle déjà organisée pour les acteurs du secteur textile. Dans les prochains jours, d'autres secteurs spécifiques bénéficieront également de formations similaires. Direction à présent le nord du Bénin. La situation est préoccupante à l'école primaire publique Gema Ouest à Parakou. Les élèves sont contraints de s'asseoir à même le sol pour suivre les cours, faute de salles de classe et de mobilier. Une équipe de la rédaction de Guérit TV Monde s'est rendue sur place pour faire le constat que voici. Après l'euphorie de la rentrée scolaire, place aux difficultés traditionnelles qui entravent le bon déroulement des activités pédagogiques. Insuffisance de salles de classe, insuffisance de mobilier, le tout aggravé par des effectifs pléthoriques. C'est le visage que présentent actuellement la plupart des écoles primaires publiques de la ville de Parakou et le PP Gema Ouest situé dans le 3e arrondissement de la ville ne fait pas exception à la règle. On a au moins 3 classes qui ne sont pas en matériaux définitifs. Bon, nous avons lutté avec l'intervention de certains cadres du ministère. On nous a promis un module de classe que nous avons attendu pendant des années et que finalement les gens ont fini de construire. Mais il est en cours de finition, ce n'est pas encore terminé. On ne peut pas l'intégrer puisque nous n'avons même pas les clés des portes. Bon, les enfants sont dans les appartements. C'est une très grosse difficulté quand on connaît les climats que nous traversons dans le nord. La saison des pluies est là, l'harmattan est là, et après ça, c'est la grande chaleur. Quand vous allez dans les différentes classes, vous allez voir les enfants entassés, assis 4 sur les bancs. Ailleurs d'ailleurs, vous les verrez par terre, assis, à même le sol, en train d'écrire. Tout ça là, ça veut dire que c'est le manque des tables et bancs. Ces difficultés ne sont pas sans impact sur le bon déroulement des activités pédagogiques. Bien que les enseignants trouvent des moyens d'y faire face, les conséquences n'en demeurent pas moins perceptibles sur le terrain. Les cours se déroulent comme ça se doit, mais avec une grande difficulté. Compte tenu de l'effectif que j'ai, il y a trop de bavardage. J'ai 130 effectifs. Ils ont même 6 ou 8 sur une même table. Ça, c'est déjà vraiment de difficulté. Quand ils veulent, par exemple, recopier, je suis obligé de céder mon bureau pour que ces enfants écrivent. Il y a le problème de l'insécurité. Notre complexe n'est pas clôturé. Un enfant qui rentre, un enfant qui sort, c'est difficile de le savoir. Or, nous sommes au bord d'une grande voie où la circulation est intense. Au regard de ces nombreuses difficultés, les acteurs se tournent vers les autorités compétentes afin que des solutions définitives soient trouvées pour le bien-être des écoliers. Nous nous adressons comme ça aux autorités du ministère, qu'elles fassent tout pour que notre complexe soit dans les conditions favorables de travail. Nous leur demandons, nous les supplions de tout mettre en œuvre pour que d'ici même avant la fin du premier semestre, qu'on voit l'entrepreneur revenu, mettre tout à jour pour nous permettre de terminer l'année scolaire 2024-2025 dans ce bâtiment. Si les autorités locales, pourquoi pas le gouvernement, peut nous aider à finir le bâtiment en construction, ça nous ferait beaucoup en chantier et qu'il essaie aussi de nous créer un 3e groupe pour désengorger un peu, soit peu les effectifs. L'éducation étant le socle du développement, tous les acteurs de la chaîne sont ainsi interpellés pour redonner à l'école béninoise ses lettres de noblesse. 14 octobre 2015, 14 octobre 2024, cela fait exactement 9 ans que le général Mathieu Kérékou nous a quittés. Pour cet anniversaire, les Béninois se souviennent encore de cet homme d'État qui a dirigé le pays pendant près de 27 ans. Patriotisme, humilité et écoute, voilà quelques-unes des qualités qu'Idrissou Boukari retient du général Mathieu Kérékou, surnommé le caméléon. Suivons son témoignage au micro d'Anselmo Orisha et Emmanuel Dossou. A commencer par le nom Bénin,
Vous savez que c'était le Dahomey. C'est sous Mathieu Kérékou que l'analyse de la situation sociopolitique, culturelle et psychologique des Béninois a été changée pour que nous abandonnions le nom Dahomey, et à juste titre. Et vous avez vu que même les conférenciers de la conférence nationale n'ont pas changé. Ils ont juste enlevé République populaire. C'est le mot populaire qu'ils ont enlevé. Mathieu Kérékou, dites-vous, même sous la Révolution, mais c'est quelqu'un qui est parvenu à faire prendre conscience à la majorité des Béninois que ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait aller chercher à Sokoto était en réalité dans notre Sokoto, quand il parlait de comptons sur nos propres forces. Autre chose qu'il faut retenir de Mathieu Kérékou, l'aspect culturel. Vous avez vu, sous la Révolution, comment est-ce que, au point de vue culturel, vraiment le pays vraiment vivait. On ne saurait jamais parler non plus de Mathieu Kérékou sans parler de la conférence nationale. Et cette conférence nationale, quelles que soient les conditions historiques, politiques, qui ont conduit à ça, il y avait quand même aussi la vision de l'intéressé, la capacité de l'intéresser à se surpasser et à accepter vraiment la voix du peuple. Ça, je crois qu'en matière de démocratie, c'est des éléments très importants à savoir. Il est revenu au pouvoir. Il nous l'a dit à nous tous que ce n'est pas le pouvoir qui l'intéressait, mais il voulait voir que tout ce qui avait été imaginé avec lui, pour lui et même contre lui, de quelle manière tout cela évoluait, de quelle manière, quelle était l'expérimentation qu'il fallait en faire. Voilà des éléments qu'il faut retenir de Mathieu Kérékou. Un patriote, un homme de vision, une personne humble, qui savait toujours composer avec les plus faibles. En bref, au Kenya, le Sénat a commencé à débattre de la destitution du vice-président Rigathi Gachagua. L'audience de ce dernier a débuté ce mercredi 16 octobre 2024 après que l'Assemblée nationale ait voté sa destitution pour violation de la Constitution, sédition, incitation à la division ethnique et corruption. Hier, une haute cour de justice a rejeté tous les recours présentés par le vice-président pour suspendre le processus. Le Sénat représente donc sa dernière chance dans cette affaire. Le Sénégal a lancé un programme de développement ambitieux baptisé Sénégal 2050. Le gouvernement prévoit entre autres une croissance de 6,5% d'ici 2029. Latifat Kowin. C'est un grand classique auquel les nouvelles autorités n'ont pas dérogé. À chaque changement de régime au Sénégal, un plan économique ambitieux est présenté. À un mois des législatives anticipées du 17 novembre et 6 mois après son élection à la présidentielle, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre, Ousmane Sonko, ont dévoilé ce lundi 14 octobre 2024 un programme pour faire du Sénégal un pays souverain, prospère et juste, baptisé Sénégal 2050. Comme ses prédécesseurs avant lui, le nouvel exécutif a multiplié les objectifs chiffrés pour les 25 ans à venir. Tripler le PIB par habitant pour l'établir à $4 500, environ 4130 € ou encore réduire le taux de pauvreté à 10% de la population alors que près de 4 Sénégalais sur 10 survivent avec moins de 1012 francs CFA par jour d'après l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Face à cet horizon aussi lointain qu'incertain, le nouvel exécutif a d'abord fixé un cap pour 2029, une croissance
attendu de 6,5% pour ramener le déficit budgétaire abyssal de 10,4% à 3% du PIB, tout en promettant d'imposer des personnes qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Le nouvel exécutif a présenté les grands axes de sa stratégie pour briser le cercle vicieux de sa dépendance et de son sous-développement selon Sonko. L'économie du pays est prisonnière d'un modèle d'exploitation de matières premières brutes sans valorisation ni transformation locale, a renchéri Bassirou Diomaye Faye. Pour rompre avec ce modèle, les nouvelles autorités proposent une décentralisation de l'économie. La Casamance au sud doit être le grenier agricole. La région de Matam au nord doit être productrice d'engrais car les phosphates y sont abondants mais largement sous-exploités. Détaille l'économiste Ousmane Birane Sen, ancien directeur de la Bourse régionale des affaires mobilières. Selon les prévisions du gouvernement, 27 milliards d'euros doivent financer ce plan d'aménagement jusqu'en 2029. Pas de quoi lever les interrogations et les inconnus, ni rassurer des investisseurs inquiets des mauvais signaux de l'économie sénégalaise. Après que le Fonds monétaire international FMI a revu à la baisse en septembre l'ensemble de ses indicateurs, pour le Sénégal, l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités a coïncidé avec des pressions fiscales et douanières accrues. Les actualités sportives de cette édition à présent. En bref, le stade de l'Amitié Générale, Mathieu Kérékou va à nouveau faire l'objet de travaux de réhabilitation. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres du mercredi 16 octobre 2024. Le gouvernement a signé un contrat avec une entreprise spécialisée pour réhabiliter la pelouse du terrain principal et construire un terrain d'entraînement. Rappelons que le stade avait déjà été réhabilité une première fois avec des travaux conformes aux normes internationales réceptionnés le 1er juillet 2021. Le gouvernement béninois avait alors investi des milliards de francs CFA dans ce projet. À 2 journées de la fin des éliminatoires de la CAN 2025, les premiers tickets commencent à tomber, notamment pour les grandes équipes du continent. L'Angola a déjà décroché son sésame. La Guinée retrouve de l'espoir, tandis que le Ghana se trouve dans une situation plus délicate. Les gros n'ont pas perdu du temps et certains ont fait le plein de points en 4 journées en gagnant 4 victoires en 4 matchs dans ces éliminatoires de la CAN 2025. Le Maroc, même qualifié d'office, s'est baladé pendant ses 4 succès en s'inscrivant 14 buts, meilleur attaquant au moment où la RDC n'encaissait aucun, meilleure défense. Si l'Égypte et l'Algérie ont fait le plein des points sans surprise, la moisson de l'Angola était moins attendue. Les Palancas Negras survolent leur poule F devant le Soudan et surtout le Ghana, confirmant leur belle disposition aperçue lors de la dernière CAN. Il faudra que le Soudan de son côté s'incline en même temps face aux mêmes adversaires. 8 équipes sont déjà assurées de ne pas prendre part à la fête marocaine. Pour le Lesotho, les Swatini ou le Soudan du Sud, l'histoire se répète. Ce n'est pas cette fois qu'ils disputeront la première CAN de leur histoire. Ainsi s'achève cette édition du soir sur Guérit TV Monde. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de soirée chez vous.